Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de Semaoui. On est donc avec Jeanne de Kerdrel et je suis Sarah, vous ne me voyez pas, mais c'est moi qui vais avoir le rôle de journaliste pour ce webinaire et adresser vos questions à Jeanne. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Semaoui, nous sommes une SCOP installée à Grenoble et notre métier, c'est l'accompagnement à la transformation des organisations. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la place que peut prendre les émotions en milieu professionnel, en situation, comment leur faire une place. C'est donc Jeanne qui va nous apporter son expertise. Jeanne, je te laisse te présenter en quelques mots et puis après je t'adresserai des questions. Pour information aux participants, le webinaire est enregistré et sera disponible en replay dans les jours à venir sur notre site web. Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc, en effet, mon métier, c'est l'accompagnement d'équipe. Et dans ces accompagnements, il y a quand même une question moi, qui est là présente avec moi, c'est la place des émotions. C'est une question qui est très complexe. Donc, plus qu'une expertise, aujourd'hui, je vais vous amener une expérience et puis un cheminement, parce que c'est quelque chose encore d'exploratoire chez moi. Donc voilà, je vais vous partager ces explorations et l'effet en fait, que les émotions peuvent produire sur les équipes. Merci. Donc dans ce premier temps, je vais poser quelques questions à Jeanne pour dresser un panorama justement de ton expérience et de ce que tu as pu observer dans les accompagnements que tu as pu faire. Et à vous tous qui êtes présents, je vous invite à utiliser le pavé conversé pour poser des questions. Je les adresserai à Jeanne au fil de l'eau. Donc pour commencer, Jeanne, comment est-ce que on peut introduire une place pour les émotions Alors, c'est quand même une question qui est sous-jacente en fait à énormément de fonctionnement d'équipe, et c'est pas quelque chose qui ressort tout de suite. Dans les accompagnements que je peux faire et dans notre pratique à Semaoui, on porte une grande attention justement à ce qui se joue en équipe au niveau des émotions. Non seulement parce que ça nous semble important, mais aussi parce que c'est énormément de signaux en fait qu'on peut utiliser dans l'accompagnement. En fait, les émotions, c'est vraiment un baromètre de ce que vit l'équipe et ça apporte beaucoup de choses pour moi à la vie d'équipe. Ça permet en fait de voir quel est l'état émotionnel du groupe. Le fait de partager ses émotions, ça permet aussi de soit réénergiser, soit adoucir un groupe à différents moments d'une journée ou à différentes périodes. Ça permet aussi de s'aligner quand on peut avoir des tempéraments très très différents en équipe. Pour moi, ça aussi favorise des liens de confiance et du coup un alignement, comme je l'ai dit, parce que ça permet une meilleure compréhension des autres. En fait, le fait de pouvoir partager son état émotionnel, de pouvoir dire à un moment, bon bah aujourd'hui, je suis pas dans mon assiette pour telle et telle raison, ça permet de mieux comprendre et de ne pas faire d'hypothèse quand on est face à un comportement d'une autre personne qui peut nous déstabiliser. Et ça permet de savoir aussi si l'émotion, elle est liée plutôt à quelque chose d'extérieur à la vie d'équipe, et dans ces cas-là, ça appartient à la personne, on peut lui apporter de l'aide, mais ça lui appartient, ou est-ce que ça relève d'une tension qu'il y a actuellement dans l'équipe et qui du coup faudrait traiter. Donc voilà, pour moi, ça permet cette prise de température, ce baromètre, et c'est un formidable outil de pilotage au quotidien, que ce soit entre collaborateurs, mais aussi entre managers et managers. Et qu'est-ce qu'on peut partager en équipe? Les émotions, c'est assez large. Est-ce que tu saurais préciser un petit peu qu'est-ce qu'on peut partager vraiment? Oui, tout à fait. Partager ses émotions, ça ne veut pas dire livrer toute sa vie intérieure. Quelle que soit la méthode proposée pour donner une place aux émotions, il faut savoir qu'on est tous, chacun, chacune, libre de placer le curseur là où on le souhaite en fait. Et si je souhaite livrer quelque chose de très personnel, voilà, faut que je sache que ça a une influence sur l'équipe, et je ne sais pas si l'équipe va vraiment pouvoir le traiter. Mais voilà, on peut toujours doser. Alors au début, il peut y avoir un effet un peu de déversoir, c'est-à-dire qu'on a ouvert un espace d'expression, peut-être que c'est la première fois que ça arrive, et au début, voilà, il peut y avoir un peu cet effet d'emballement.
Mais très vite, en fait, il y a une régulation dans l'équipe. Donc, au début, je trouve ça intéressant d'avoir un tiers qui peut faciliter ce temps-là de prise en compte des émotions, ou alors qu'il y a un facilitateur dédié dans l'équipe. Et pour aller un peu plus loin, et justement pour amener de la régulation dans qu'est-ce qu'on partage en équipe, je pense que c'est très, très important de définir ensemble qu'est-ce qu'on attend d'un partage d'émotions en équipe. Est-ce qu'on veut des infos pour comprendre l'état d'esprit de chacun, chacune? Est-ce qu'on veut connaître l'état d'esprit de chacun sur les émotions liées à la vie d'équipe et avoir un peu ce baromètre quotidien? Et on peut aussi demander aux participants de dire quand ils amènent une émotion, est-ce qu'elle est liée à la vie de l'équipe, ou est-ce que c'est une émotion qui leur appartient, qui est à l'extérieur et sur laquelle l'équipe ne peut pas agir? Voilà, donc il y a plein de manières aussi de se fixer un cadre collectif de qu'est-ce qu'on attend d'un temps en équipe pour partager des émotions. Tu nous parles de différents formats, de différents endroits pour déposer ces émotions. Est-ce que tu as des exemples de manières de faire pour créer ces espaces? Oui, tout à fait. Alors, c'est un sujet évidemment qui n'est pas évident, et puis livrer une émotion comme ça, c'est pas donné à tout le monde, on n'est pas éduqué à ça. Donc ce qui bloque le plus souvent, c'est le vocabulaire, et c'est les mots qu'on veut utiliser. Et pour ça, il existe une multitude de mots pour décrire son état émotionnel. Il y a notamment Monsieur Faure qui a écrit, qui a fait une liste des émotions, et il y en a plus de 900. Donc voilà, il y a de quoi faire. Donc s'appuyer sur des listes d'émotions, ça peut être intéressant pour enrichir son vocabulaire émotionnel. Et puis il y a une deuxième manière de faire qui est de passer plutôt par le visuel et par la métaphore. Utiliser une image pour s'exprimer, par exemple, c'est le principe du photolangage ou du photo-expression. On peut aussi livrer son état émotionnel avec des couleurs, des matières, un paysage, un animal. Et ça, c'est très, très soutenant, surtout au début, quand on n'est pas habitué à nommer en fait, son état émotionnel. Pour vous donner un exemple de photolangage, comme je l'ai nommé, c'est un jeu de photos, en fait, tout simplement. Donc nous, on a fait le nôtre avec des banques d'images libres. Vous pourriez aussi prendre vos propres photos. Et en fait, toutes les photos sont sur la table, et puis chacun va choisir la photo qui est le reflet de son état d'esprit. Et en fait, le fait d'avoir un caméléon, ça pourra sûrement me permettre de dire plus de choses que si je devais juste dire comment ça va aujourd'hui. Donc voilà, vous pouvez utiliser des photos, c'est le photolangage. Autre jeu de cartes que j'utilise beaucoup, que je détourne, qui est un jeu de société à la base, c'est le jeu du Dixit. Donc c'est des images, plutôt des dessins, des métaphores. Voilà, ça apporte autre chose, c'est très soutenant. Et ça permet aussi de mettre la distance qu'on souhaite, en quelque sorte la carte protège. Donc je dirais que pour débuter, pour s'entraîner, pour commencer à ouvrir des espaces d'expression, le visuel peut vraiment vous aider et vous soutenir là-dedans. Merci pour ces exemples d'outils. J'avais bien envie que tu nous parles de types d'espace, de manière de faire, en fait, au-delà du comment, mais plus du quoi. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu des pratiques qu'on a au sein de Semawi? Oui, tout à fait, je peux vous parler de ça, puisque c'est aussi des pratiques qu'on apporte dans les équipes qu'on accompagne. Alors nous, on a plusieurs espaces pour prendre en compte les émotions, espaces dans lesquels on utilise ces fameux outils dont je viens de vous parler. Disons que le minimum vital qu'on pratique au quotidien, c'est les tours d'inclusion et de déclusion pendant une réunion. Tout simplement, ça veut dire qu'au début d'une réunion, on fait un tour de cercle pour savoir soit comment chacun se sent, soit avec quelle intention on arrive, ou dans quel état d'esprit. Donc c'est assez rapide, il y a 30 secondes de prise de parole par personne, et puis ensuite on rentre direct dans la réunion. Mais ça permet de savoir dans quel état d'esprit est chacun, et de comprendre que en fait, si ma coéquipière est fatiguée, peut-être qu'elle aura des réactions un peu différentes que si elle était en pleine forme, et je ne le prends pas personnellement. Et donc ça, c'est très intéressant, ça permet de poser plein de choses avant d'aller en réunion. Et puis à la fin d'une réunion, on fait ce qu'on appelle le tour de déclusion, et qui est plutôt dans quel état d'esprit on repart de cette réunion, qu'est-ce qu'on en retient, voilà. Donc ça, c'est un peu le minimum.
Autre format dont je peux vous parler, qui est celui de la météo d'équipe, qui est là et un temps un peu plus approfondi, dans lequel on va pouvoir partager nos émotions. Alors nous, à Semaoui, au départ, on avait un temps hebdomadaire, le lundi matin, vraiment pour un peu poser dans quel état d'esprit on arrivait dans la semaine, et on se servait notamment du photolangage. C'était vraiment un moment riche parce que ça permet de savoir où est chacun et après la météo, traiter une émotion qui aurait pu être difficile pour quelqu'un. Et puis ça a varié, on a eu envie de faire autre chose, et puis avec la visio et le confinement, utiliser le photolangage, c'était compliqué. Donc on est plutôt parti là sur une météo quotidienne qu'on fait à la mi-journée, et là c'est juste chacun partage son état d'esprit de la journée. Et voilà, par exemple, hier, pour diverses raisons, on ne l'a pas fait. En fait, moi, personnellement, ça me manque. Je ne sais pas exactement dans quel état d'esprit est chacun. Du coup, voilà, c'est devenu un réflexe chez nous. Et puis après, il y a 2 autres formats. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un chemin d'exploration, cette question des émotions. Donc, en fait, on s'entraîne, on pratique. Et entre nous, on a notamment des temps dédiés où on fait des ateliers sur la communication non violente. Et là, c'est Alyosha qui anime ces ateliers-là. On peut y apporter des sujets plutôt pro ou plutôt perso, ça c'est vraiment libre. Ça peut faire écho éventuellement à quelque chose qu'on aurait partagé en météo. Voilà, ça permet d'aller plus loin que juste un partage, parce que là, on va pouvoir nommer une émotion, nommer le besoin contrarié qui y aurait derrière cette émotion, et éventuellement formuler une demande à quelqu'un d'autre. Alors, quelquefois, c'est des cas où on formule une demande à une personne qui n'est pas là parce que le cas ne concerne pas la vie d'équipe. Et puis, il y a des moments où c'est des moments de régulation entre collaborateurs, et c'est très puissant. Et puis, dernier temps, on a un autre espace où, entre nous, on pratique beaucoup de ce qu'on appelle les ateliers de co-développement, alors qui, au départ, sont plutôt des espaces pour la résolution de problèmes complexes en équipe. Nous, on s'en sert aussi pour y apporter des sujets pro, perso, et qui pourraient venir toucher à cette question des émotions, et où on va aller chercher du soutien et de l'aide dans le groupe pour résoudre une problématique. Donc voilà, différents formats, certains réguliers, d'autres vraiment quotidiens, et d'autres plus étalés dans le temps. 4 manières différentes d'aborder cette question des émotions. Merci. Comment est-ce que tu vois ces espaces dans la gestion des tensions interpersonnelles ? Ouais, c'est une bonne question. Alors nous, on a plusieurs manières de faire, parce que je pense qu'il y a une différence fondamentale à faire entre qu'est-ce qui est une attente opérationnelle, donc vraiment d'un point de vue du travail, et qu'est-ce qui est une tension interpersonnelle. Et je pense que ce sont 2 choses bien distinctes et qui se traitent très différemment. À Semaoui, nous, c'est vrai qu'on accorde une grande importance à formuler nos attentes entre nous, en tout cas sur les attentes opérationnelles. Parce qu'on part du principe que toute attente qui n'est pas explicite n'existe pas. Donc ça, c'est un premier pas. Et il se trouve que 90% du temps, les tensions qu'on ressent, elles ne sont pas vis-à-vis de la personne elle-même, mais en fait vis-à-vis d'une action qui aurait été menée ou d'un comportement qui a généré telle ou telle action. Donc en fait, on essaye de faire la distinction entre ça. En holacratie, ce qu'on apprend, nous, c'est à formuler nos attentes entre rôles, et on distingue rôle et personne. Donc en fait, ça nous aide à faire cette distinction attente opérationnelle et attente relationnelle. Donc, pour donner un exemple concret, si je ressens une tension vis-à-vis d'un autre rôle dans l'organisation, on a nos réunions opérationnelles qui nous permettent ça, nos réunions de triage. Et je peux dire que, par exemple, dans mon rôle de formatrice, je ressens une tension parce que en fait, le questionnaire d'attente que j'ai envoyé, il n'était pas à jour. Or, il y a un rôle, c'est la redevabilité, de mettre à jour ce questionnaire. Et du coup, en réunion, je vais pouvoir lui demander de prendre une action pour mettre à jour les questionnaires. Et en fait, ça va très vite et je décorrèle ça complètement d'une tension interpersonnelle que je pourrais sentir vis-à-vis de la personne qui n'a pas mis le questionnaire à jour. Et le fait de faire ça très régulièrement, ça permet d'éviter des situations de crispation, de crise et de confusion entre relationnel et opérationnel. Et puis, comme je l'ai dit, on a aussi des temps vraiment dédiés à la communication entre nous, ce que j'ai appelé la communication non violente.
Et du coup, on s'entraîne à, quand on ressent une tension qui relève du relationnel, de l'interpersonnel, on s'entraîne à nommer ce qu'on a des éléments factuels, à nommer un besoin, à nommer des faits, des émotions, un besoin, éventuellement à formuler une demande. Si je donne un exemple, hier et avant-hier, tu as parlé fort au téléphone dans le bureau, cela ne me permet pas de me concentrer, j'ai donc ressenti de l'agacement. Or, j'ai besoin de concentration pendant cette période. Est-ce que tu serais d'accord pour passer tes coups de fil en dehors du bureau? Bon, bah là, évidemment, il faut que je m'attende à ce que la personne puisse aussi me répondre non. Si ça se trouve, elle va me dire que non, elle a besoin d'être devant son ordinateur pendant qu'elle passe ses coups de fil. Bon, bah, on va essayer de trouver autre chose. Mais voilà, ça me permet de formuler une demande. Ce principe-là de communication non violente, c'est un processus qui est développé par Marshall Rosenberg dans les années 70 et qui reprend 4 étapes. Donc, énoncer des faits, formuler des ressentis, des besoins et éventuellement une demande. Et en fait, la clé dans tout ça, c'est le fait de nommer. Et c'est vraiment, je pense, le fil conducteur de tout ça sur les émotions. C'est être en capacité à un moment de nommer sa propre émotion et de nommer un besoin et d'aller formuler quelque chose vis-à-vis des autres. Et tout ça, évidemment, sans y insérer de jugement. Et ce qui est très intéressant avec les CNV, en fait, c'est que c'est d'abord un exercice avec soi-même, c'est-à-dire arriver à être en empathie avec soi-même, à nommer sa propre émotion, pour ensuite rentrer en empathie à quelqu'un d'autre et réussir à trouver une demande acceptable. Merci pour ces précisions sur la CNV. Si ça suscite des questions, n'hésitez pas à les adresser. Je les poserai à Jeanne au fil de l'eau. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques ingrédients qui favorisent la prise en compte des émotions dans un quotidien d'équipe ou même dans des relations entre manager, managers? Qu'est-ce qui peut favoriser cette prise en compte des émotions? Alors, dans les ingrédients que je vois, le premier, je dirais, celui qui est vraiment fondamental, c'est la libre participation. Vérifier que ceux qui sont là sont là volontairement et sont prêts à s'impliquer dans le fait de livrer une émotion à un moment donné. Ensuite, le fait d'avoir un temps dédié, je pense que ça favorise aussi une attention. On va se dire, là, on sait que c'est un moment où je vais pouvoir déposer quelque chose et puis il va y avoir un cadre. Donc en fait, je pense que c'est très complémentaire d'une discussion à la machine à café, par exemple, ou autour d'un café, quelque chose d'informel. Il y a plein de choses qui peuvent sortir, mais il n'y a pas forcément de cadre, et puis derrière, c'est pas forcément traité. Donc le fait d'avoir un temps dédié, je pense que c'est très complémentaire. J'ai parlé de cadre, je pense que ça aussi c'est important, le fait d'avoir des règles explicites. Et ces règles, comme je l'ai dit, on peut les définir ensemble, on peut les co-construire pour se dire qu'est-ce qu'on a envie de partager dans ces moments-là. Et puis, en tout cas, moi je parle de l'expérience qu'on a à CMAOI, expérimenter des formats variés, c'est-à-dire ne pas s'enfermer dans quelque chose. À un moment, si on se rend compte que utiliser des images pour exprimer la météo dans une équipe, au bout de 6 mois, en fait, ça a perdu de son sens et c'est moins riche qu'avant, n'hésitez pas à changer et à explorer vraiment les formats qui vous conviennent. Je pense que là-dessus, il n'y a vraiment pas de manière de faire. Donc, je vous invite à explorer ça et puis au bout d'un certain temps, à éventuellement faire évoluer vos pratiques. J'ai parlé aussi du fait d'avoir un tiers, un facilitateur dédié. Je pense que ça peut être intéressant qu'il y ait une personne qui ait cette attention de planifier des temps dans l'agenda et qui ait cette attention de poser le cadre, éventuellement de faire circuler la parole, d'apporter différents outils s'il y a besoin. Mais avec le point de vigilance que je partage, qui est que ce n'est pas cette personne qui prend tout sur ses épaules et cherche à résoudre les tensions de chacun et chacune, bien sûr. C'est plutôt la personne qui pose le cadre et qui facilite. Ça peut être quelqu'un d'extérieur, ça peut être une personne dédiée dans l'équipe, ça peut être aussi un manager ou un leader. Et puis, dernier ingrédient qui me semble quand même fondamental, c'est la régularité. Parce que plus c'est régulier, plus il y a des réflexes qui se développent et plus c'est facile à acquérir. Et puis, ça évite que des tensions s'accumulent. Ça évite de rentrer dans des situations de crispation sur de la longue durée.
Merci, merci Jeanne pour ces ingrédients-là qui sont assez factuels. J'ai quelques questions pour toi en plus, en attendant celles des participants. Tu as parlé notamment de la place d'un facilitateur pour rendre ce temps sécurisé et confortable pour les participants. Est-ce que tu penses que c'est quelqu'un d'indispensable? Est-ce que ce facilitateur peut être un manager? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un risque dans la confiance et quel point est-ce que la personne pourra oser se confier sur son état émotionnel à son manager? Oui, c'est une bonne question. Alors, comme je le disais, je pense que quand on débute, c'est intéressant d'avoir un tiers extérieur qui facilite et qui vient apporter toutes ces petites méthodes, qui montrent aussi la posture dans laquelle se mettre quand on facilite un moment de partage des émotions. En fait, s'empêcher de réagir, ne pas apporter de jugement, ne pas essayer de trouver la solution. Mine de rien, c'est pas facile à faire et de s'empêcher de faire ça. Donc je pense qu'au début, c'est assez modélisant d'avoir quelqu'un de l'extérieur. Et puis après, une équipe peut tout à fait organiser ça en interne. Ça me semble vraiment accessible, avec toujours cette vigilance de distinguer les casquettes. C'est-à-dire que est-ce que je suis en train de m'exprimer en tant que facilitateur ou est-ce que je suis en train de m'exprimer en tant que membre de l'équipe ou en tant que manager? Voilà, ça c'est, je pense, un point de vigilance important. Après, sur la place du manager en tant que tel, alors soit, en effet, on se dit qu'il vaut mieux qu'il y ait une distinction complète. Et dans ces cas-là, ce n'est pas cette personne qui anime ces temps-là. Par contre, si je me raccroche à l'holacratie, le leader de l'organisation ou le leader du cercle a comme redevabilité d'apporter une attention au groupe là-dessus et d'être en veille. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est la personne qui règle tout. Par contre, c'est une personne qui peut ouvrir des espaces d'expression, qui peut apporter un cadre. Et je pense que là, une des compétences principales de ce rôle-là, ça va être la reformulation. Et sur ça, je pense que, nous en tout cas, c'est ce qu'on pratique, on accompagne des managers, des leaders d'organisation à s'outiller là-dessus, à développer le vocabulaire émotionnel et à développer l'art de la reformulation aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les manières dont on peut s'y prendre sur la reformulation? On a déjà entendu parler de l'écoute active. Est-ce qu'il y a différentes manières de reformuler? Oui, il y a différentes manières de reformuler. Il y a on distingue, je dirais, 3 types de reformulation. Il y a de la reformulation littérale, c'est-à-dire juste répéter la phrase que la personne a dit. Et ça donne cet effet miroir, ce qui peut être vraiment intéressant dans un groupe. Ensuite, il y a de la reformulation synthétique, où il y a quelqu'un qui a une prise de parole assez longue. En tant que facilitateur de ce moment-là, je vais me permettre de faire une synthèse de ce que la personne a dit pour essayer de comprendre quelle est l'intention initiale ou l'émotion qu'elle a voulu partager, en vérifiant bien sûr à chaque fois si la synthèse correspond bien à ce que la personne a voulu dire. Et puis, il y a la reformulation émotionnelle, celle où je peux essayer d'aller chercher, d'essayer de nommer l'émotion que je perçois chez la personne, pareil, pour essayer de voir si ça fait écho chez elle et si ça lui permet d'avancer. Donc voilà, ces 3 manières de reformuler, elles sont vraiment liées au rôle de facilitation et elles doivent être faites dans cette perspective-là et vraiment au soutien de la personne et pas dans une interprétation où ça flatterait l'ego d'avoir trouvé l'émotion vraiment qui était ce que voulait partager la personne, mais vraiment à son service. Merci. On a une question de Mélodie concernant la facilitation extérieure. Comment pousser en interne pour avoir un médiateur extérieur, par exemple, dans une équipe? Cela peut être délicat de lancer un dialogue en interne. Oui, c'est vraiment une question qu'on se pose parce qu'on est des accompagnements, donc globalement on est des intervenants extérieurs et en fait je pense qu'il faut qu'il y ait, je parlais de libre participation, si vous en équipe vous avez envie de partager ça, un moment de dire moi j'ai besoin qu'on partage des émotions en équipe et pour ça j'ai besoin qu'on s'outille et que ça soit sécurisé, donc je vous propose un facilitateur extérieur. Voilà, vérifier avec l'équipe si c'est bien OK pour elle. Et si c'est le cas, je pense que voilà, ça peut permettre à tout le monde aussi de se sentir rassuré
parce qu'à l'inverse, ça peut être aussi très insécurisant d'avoir quelqu'un dans son équipe qui dit « Bon, bah voilà, j'ouvre un atelier sur les émotions », alors qu'on ne sait pas si elle va savoir faire, on ne sait pas si elle va pouvoir gérer, etc. Donc, je pense qu'il faut être explicite sur le rôle du facilitateur extérieur et puis vérifier avec l'équipe si c'est OK. On a une autre question sur cette participation libre, comme tu le dis. Si l'ensemble de l'équipe ne souhaite pas participer, est-ce que cela peut gêner l'approche ? Je pense que oui, et c'est là où pour moi il y a une réponse aussi dans qu'est-ce qu'on met dans ce moment-là, qu'est-ce qu'on partage, et puis sous quelle forme. Moi j'aurais tendance à dire, je préfère qu'il y ait un espace peut-être plus informel, où on va peut-être aller moins en profondeur sur les émotions, mais où au moins tout le monde participe. Moi c'est plutôt l'approche que j'aurais, parce qu'au fur et à mesure en fait il y a aussi des choses qui se mettent en place. Et puis là dans ce que j'entends dans les différentes équipes que j'accompagne, avant le confinement, par exemple, c'était des moments qu'il n'y avait pas forcément, ou alors qui se passaient de manière plus informelle autour de la machine à café. Et en fait, avec le confinement, il y a eu besoin à un moment de partager des émotions en équipe, de partager comment on vivait le confinement. Bon, il y a plein d'équipes qui n'avaient pas spécialement de méthode et qui ont juste pris des temps en début de réunion pour se partager ça. Et ça, je trouve ça super. Je trouve que c'est des petites approches, des manières de faire qui permettent de changer les pratiques et qui petit à petit peut-être prendront de l'ampleur dans les équipes. Justement, il y a de la demande pour avoir des exemples. Ouais. Mathilde nous demande si tu pourrais partager des cas concrets qu'on a pu traiter, que tu as pu traiter avec par exemple des infos sur le type d'entreprise, la problématique, la méthodologie apportée, le résultat. Si tu peux faire ça de manière synthétique et dans le respect de la confidentialité de nos clients, si tu as un exemple ou deux en tête, ce serait super. Alors, je ne sais pas si je vais répondre à tous les critères de la question. Mais c'est assez précis. C'est assez précis. Et pour le coup, nous, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de nos accompagnements. Donc, en fait, c'est-à-dire que en début d'intervention, on fait toujours un temps de météo. Donc, savoir quel est l'état d'esprit, avec quoi chacune arrive. Là, pendant le confinement, oui, je ne citerai pas du coup cette entreprise, mais on a notamment un accompagnement où on a quelqu'un qui a pris la parole un moment pendant 10 minutes pour parler de sa situation. Et en fait, l'idée n'est pas du tout de juste terminer le tour et ne pas en prendre compte, mais ça a été du coup une matière particulièrement efficace pour l'accompagnement parce qu'on a pu aussi situer cette personne, voir qu'en fait, on pouvait modifier la formation pour qu'elle se sente à l'aise. Et donc, l'impact que ça a eu, c'est surtout ça, en fait. Ça a permis de nommer ce qui se passait dans l'équipe, chose qui n'avait pas été faite avant. Et puis, nous, d'adapter notre formation pour que cette personne se sente à l'aise dans ce qui allait se jouer. Donc, globalement, les effets, nous, en tant qu'accompagnants, c'est ça, c'est qu'on ouvre des espaces d'expression où, quelquefois, il y a des choses qui sortent qui sont compliquées. Si l'équipe avait été seule face à ça, je pense qu'ils auraient pu être désemparés. Là, le fait d'avoir un facilitateur extérieur, ça permet de reposer le cadre, de reformuler et de trouver une piste d'amélioration pour la suite. Donc, les effets principaux, c'est nommer. Quelquefois, on intervient dans des équipes où on nous dit qu'il y a des tensions depuis des années, mais personne n'a mis le mot crise, par exemple, sur la situation. Le fait à un moment d'ouvrir un espace avec cette équipe, là c'est quelque chose qui nous est arrivé récemment, en fait tout le monde a conscientisé que non, en fait il n'y avait pas spécialement une bonne ambiance, que oui il y avait des tensions et qu'en fait ils étaient en situation de crise. Et donc là ça a permis d'ouvrir un espace de coaching et de traiter cet amalgame de tensions qu'il y avait depuis des années dans la structure. Voilà, pour donner 2 exemples concrets récents là qu'on a eu. Merci. Tu as parlé de la manière dont finalement la visioconférence était venue bouleverser les pratiques au sein de Semaoui, mais aussi chez les clients. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus ? Comment est-ce qu'on peut adapter la manière de créer des espaces ou livrer ou partager des émotions avec ce biais d'un écran d'ordinateur ? Oui, c'est pas évident au début, je dois le reconnaître, mais pour moi le principe reste le même, c'est-à-dire à un moment ouvrir un espace dédié avec un cadre,
Évidemment, le photo-langage dont je parlais tout à l'heure, en fait, il faut trouver d'autres manières de l'utiliser. Donc, partager des photos à l'écran. Je vois aussi qu'il y a la possibilité de demander aux personnes d'arriver avec une photo, par exemple, pour partager leur état d'esprit. Voilà, plein de petites choses comme ça. Et c'est pareil, en fait, nous, pendant le confinement, on a continué nos ateliers CNV. Alors oui, c'est peut-être moins confortable qu'en présentiel, mais ça fonctionne aussi. Et les principes restent les mêmes, un facilitateur, un moment dédié, un cadre et une méthode d'animation. Après, on a aussi eu des moments plus informels et je le disais, là, il y a des clients qui récemment m'ont partagé le fait que en fait, ils se connectaient au moment du café et ils buvaient leur café chacun derrière leurs écrans et c'était aussi un moment pour souffler et se partager comment chacun allait. Voilà. Donc évidemment, il y a ce côté qui peut paraître un peu artificiel derrière l'écran et qui en même temps, pour moi, reste important. Et c'est pas parce qu'on est derrière des écrans qu'il faudrait oublier ces espaces. Merci. Tu disais tout à l'heure qu'on pouvait utiliser des listes d'émotions, par exemple. Il y a de la demande pour avoir ces listes-là, donc on les fera suivre après le webinaire. Est-ce que tu aurais des astuces pour développer son registre lexical des émotions ? Oui, alors j'ai parlé du visuel tout à l'heure qui peut permettre de passer par la métaphore, ce qui est intéressant. Et puis, en effet, il y a les listes d'émotions. Alors, soit c'est des listes par ordre alphabétique, soit elles sont classées par type de besoin, où il y a différentes variantes. Et puis, il y a aussi beaucoup, on peut trouver ça sur Internet, des tableaux d'émotions, où il y a une vingtaine de figurines et qui chacune ont une émotion différente. Typiquement, d'avoir ça un moment dans le bureau, de savoir que c'est affiché et de se dire que le moment de météo, on va le faire autour de cette fiche, de ce panneau, ça permet en fait aussi de varier et de changer du oui, ça va, ou oui, ok, en pleine forme, ou non, ça va pas. Voilà, ça permet petit à petit d'acquérir de nouveaux mots. Et puis, il y a un autre support que je trouve plutôt intéressant, qui est la roue des émotions, que vous trouverez aussi facilement sur Internet, une roue développée par un psychologue américain dans les années 80, où en fait, il connecte les émotions et il montre la multitude de sentiments qu'il y a derrière une émotion. Voilà, ça peut permettre aussi de mieux cibler. Et je pense que ça se prépare aussi d'une certaine manière, c'est-à-dire, je sais que dans 15 minutes, on a la météo, je peux aussi prendre du temps avant pour me demander dans quel état je suis et essayer de trouver le bon mot, de préciser mon vocabulaire, plutôt que d'être pris au dépourvu dans un tour de cercle. Merci. J'ai l'impression à t'entendre qu'il y a quelque chose qui se joue vraiment autour de soi avec soi pour aller vers aussi les membres de l'équipe. Est-ce que tu aurais des astuces pour trouver peut-être des moments dans la journée pour remettre un peu de calme lorsqu'on est pris dans une journée très dense ? Oui, en effet, c'est vraiment ce que j'expliquais avec la communication non violente tout à l'heure. Ces méthodes-là et prendre en compte les émotions, c'est d'abord en fait les prendre en compte pour soi, être capable de nommer son état pour mieux comprendre aussi celui des autres. Donc, je pense que ce que je disais là, de se préparer par exemple avant un moment de météo, de prendre un temps de calme, ça permet aussi de rentrer dans un vocabulaire plus précis et de ne pas se faire surprendre. Selon les personnes, il y a aussi des pratiques de méditation qui peuvent être intéressantes à explorer. Moi, c'est quelque chose que aujourd'hui je ne pratique pas, mais j'ai des gens autour de moi qui le font. Donc, c'est aussi des espaces pour ouvrir ça. Et puis, dans des moments d'équipe aussi, je pense à des séminaires, par exemple, ou à des moments d'équipe plus longs. Typiquement, d'avoir ce genre de temps en dehors des locaux et plutôt dans un espace propice à la respiration, c'est aussi des moments où on peut faire un focus sur les émotions en équipe et où ça va libérer la parole et ça va libérer autre chose que quand on est dans le flux quotidien. Une question, je trouve ça très difficile en cas de problème de dire les choses. Des conseils pour un premier pas lorsque l'on est salarié non associé et qu'il n'y a pas encore d'espace dédié aux émotions ? Oui, je pense que faire l'exercice de CNV pour soi, c'est-à-dire quand on ressent un problème, nommer quels sont les faits,
nommer qu'est-ce que ça nous fait à nous en tant que personne, et éventuellement donc nommer un besoin qu'il y aurait derrière. Déjà faire l'exercice pour soi, c'est intéressant parce qu'on prend le temps de poser les 4 étapes de la CNV et aller ensuite voir la personne avec qui on ressent cette tension et sans avoir un langage schématique et reprendre les 4 étapes de la CNV, au moins vous aurez préparé et en soi on ne peut pas juger un besoin parce que les besoins sont universels et le fait de nommer son émotion, souvent en fait ça crée de l'empathie chez l'autre. Donc je pense que nommer pour soi et aller voir la personne et dire ce qu'on ressent, c'est un premier pas. Sur la manière de livrer des faits, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus pour ne pas mettre de jugement dans les faits qu'on relate? Oui. Les faits, c'est vraiment tout ce que vous allez pouvoir énumérer, par exemple. Les 3 dernières fois qui s'est produit ça. Ou de pouvoir nommer je sais pas, une récurrence, nommer un volume, nommer une date, nommer un moment précis. Ça, c'est des éléments factuels. Et c'est ça qui va éviter de dire mon voisin fait un vacarme assourdissant pendant que je travaille. La version factuelle, ça serait mon voisin fait des travaux pendant ma plage de travail entre 9h et 10h depuis une semaine tous les jours. Voilà, par exemple. Alors après, ça peut vous générer plein d'émotions. Je ne sais pas si votre voisin sera attentif à vos besoins et à vos émotions, mais déjà, de ne pas dire vacarme assourdissant, et plutôt d'être dans quelque chose de factuel, ça permet d'avoir une approche qui est différente. Merci pour ces précisions sur la première étape du coup de CNV. Tu nous disais qu'on n'était pas obligé d'aller jusqu'à la demande. Du coup, une fois qu'on a fait ce travail d'être au clair pour soi avec ses émotions, on peut juste les garder. Alors, soit ça nous suffit pour être apaisé. Et dans ces cas-là, je pense que le processus d'empathie avec soi-même a bien fonctionné. Soit on ressent le besoin d'aller plus loin. Et c'est la 4e étape, l'étape de la demande. À un moment, demander quelque chose à quelqu'un, tout en s'attendant à ce que et en étant ouvert pour que la personne puisse répondre non, éventuellement à la demande et à trouver autre chose. Donc ça serait une étape supplémentaire. Et puis après, vraiment la philosophie de la communication non violente, c'est d'arriver à faire l'exercice pour la personne qui nous a créé, par exemple, de l'agacement. Pour vous donner un exemple personnel, dans un atelier CNV il n'y a pas longtemps, j'ai essayé de faire un atelier CNV avec les règles du gouvernement pendant le confinement et essayer d'entrer en empathie avec le gouvernement. Et c'est un exercice que je trouve évidemment très difficile, mais que j'ai trouvé très riche dans l'idée de se connecter en fait d'humain à humain. Merci. Une question sur ce que ça produit de créer des espaces pour laisser les registres émotionnels dans les équipes. Est-ce que tu as un retour d'expérience à nous faire là-dessus sur ce que ça crée dans une équipe que tu as pu accompagner ou au sein de Semawi, par exemple? Moi, ce que j'observe, c'est que c'est surtout un moment pour aussi se réaligner, c'est-à-dire comprendre vraiment l'autre, ne pas faire d'hypothèse sur il a une réaction assez forte aujourd'hui, c'est qu'il m'en veut. Non, en fait, peut-être que juste que cette personne aujourd'hui est fatiguée, agacée pour d'autres raisons. Et donc voilà, je pense que surtout ça permet de faire la distinction là-dessus. Moi, je sais que quand j'arrive en réunion et que quelqu'un est capable de dire en fait là je suis super énervée, j'ai passé 1 heure dans les bouchons, je me sens pas très disponible pour la réunion, en fait pour moi c'est une information essentielle pour le déroulé de la réunion. Peut-être que de poser cette émotion, ça va juste lui permettre de se poser, d'arriver et de se sentir disponible. Donc ça, je pense que c'est un des effets vraiment bénéfiques. Et puis en fait, si tout au long de la réunion, je sens que cette personne est en difficulté, que je suis en facilitation, que ce soit dans mon équipe, ça me permet aussi de mieux comprendre ses réactions et pas de le prendre personnellement. Si elle n'avait pas partagé cette info, je pense que je serais dans le doute, dans le flou, et la réunion ne se déroulerait pas pareil.
Donc, vraiment, dans les effets concrets, il y a ce que je disais, ça facilite les moments de réunion, ça permet de se réaligner, ça permet de mieux comprendre les autres sans faire d'hypothèses et du coup d'être moins dans le jugement. Et puis de nommer, ce que je disais, c'est que ça peut vraiment mettre des mots sur une situation, soit pour l'apaiser, soit justement pour ouvrir un nouvel espace. Je parlais de situation de crise tout à l'heure. Le fait de nommer une crise, derrière, ça permet d'ouvrir peut-être une prise en charge des risques psychosociaux, parce qu'en fait, on ne s'était pas rendu compte que c'était ça. Et là, ça dépasse bien sûr le cadre de juste la prise des émotions en équipe, mais ça permet de réorienter les choses au bon endroit. Et puis, de distinguer, comme je disais tout à l'heure, ce qui relève d'une tension qui est en fait opérationnelle, donc de rôle à rôle, et qu'est-ce qu'une tension relationnelle. Sur cette distinction dont tu parles au sein de Semaoui, quel est ton retour d'expérience sur l'apport d'holacratie dans la distinction justement de ces tensions qui peuvent être liées à une organisation d'équipe, à un projet ou directement à des rôles? Comment est-ce que tu... moi, je trouve que l'apport, il est vraiment fort parce que si je compare avec avant dans d'autres équipes dans lesquelles j'ai pu travailler ou dans les équipes que j'accompagne, où en fait, si on ressent un agacement dans un projet, on va attribuer cet agacement à la personne elle-même. Alors qu'en fait, c'est peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas claires, que les attentes n'étaient pas claires, que le niveau de délégation n'était pas clair, ou bien le niveau de priorisation. Mais en fait, holacratie nous permet non seulement de nommer des rôles et de les distinguer des personnes qu'il y a dedans, et de nommer des attentes opérationnelles. J'ai besoin que dans le rôle design a comme redevabilité, donc ce que j'attends de lui, comme redevabilité de mettre en page des documents, les plaquettes, les fiches outils, et de mettre en ligne le site internet. Bon, si jamais moi un jour je ressens une tension sur la mise en page d'un document, en fait, plutôt que d'aller voir la personne et de lui partager mon agacement ou de se dire mais de toute façon cette personne le fera jamais, ça sert à rien que j'aille lui demander. Et en fait, là, j'ai quelque chose de très simple pour lui demander des choses. C'est-à-dire que moi, j'ai un rôle dans l'organisation, j'ai des rôles. Cette personne, elle a un rôle avec des redevabilités qui sont définies. S'il y a une redevabilité qui n'est pas assurée, j'ai la réunion de triage où je peux lui demander de prendre une action pour assurer sa redevabilité. Et du coup, ça, je trouve ça très puissant parce que moi, je vois que ça a changé ma façon de percevoir aussi les gens autour de moi et de me dire, mais là, je m'adresse à son rôle et c'est pas la personne en elle-même qui m'agace. Et j'ai un canal pour lui demander une action opérationnelle. Une question d'Amélie qui demande, ouvrez-vous aussi des espaces d'échange avec vos clients entre vous, accompagnateurs, et vos commanditaires, par exemple? Complètement, ouais. On a vraiment une culture du débrief à Semaoui. Donc, par exemple, après chaque intervention ou après une animation de séminaire, on va prendre un temps de débrief avec le client. Et c'est des moments où on peut aussi ouvrir des espaces de prise en compte des émotions. Il y aura de toute façon un tour d'ouverture, un tour de clôture. Et puis, on les questionne aussi sur leur ressenti. Comment est-ce qu'ils ont ressenti la journée de séminaire qui s'est déroulée. Et puis après, on parlera de plein d'autres choses, de comment améliorer la suite, etc. Mais ouais, c'est quelque chose qu'on pratique. Et puis, à chaque fois qu'on a un échange, tour d'ouverture, tour de clôture, c'est vraiment devenu un réflexe. Et j'observe que c'est vraiment bien reçu. Est-ce que tu veux dire que ça fait partie du processus d'amélioration continue? Oui, complètement. Ça fait partie de notre processus d'amélioration continue. Et puis, moi, en tant qu'accompagnatrice, pour faire évoluer mes pratiques et mieux piloter les projets, j'ai besoin de ces temps de débrief. Et les choses à améliorer, comme les ressentis des commanditaires, pour moi, c'est fondamental. Merci pour cette réponse. On a encore un petit peu de temps pour traiter quelques questions si les participants en ont. Sinon, on va doucement se diriger vers la fin. Alors, une dernière petite question, Jeanne, qui concerne la régularité. Ce serait quoi le bon tempo pour qu'un manager ou une équipe se retrouve et trouve des temps?
Là, encore une fois, ça dépend vraiment de l'équipe, sa disponibilité, sa taille. Je dirais que globalement, avoir un temps dédié le lundi matin, donc une fois par semaine, vraiment pour accueillir l'équipe le lundi matin, je pense que ça pourrait être un premier pas plutôt satisfaisant. Ou alors, c'est un mini temps de météo, mais quotidien. Je dirais que ça, c'est deux pratiques que je vois, en tout cas que nos clients adoptent assez rapidement. Donc, une hebdomadaire ou alors une météo quotidienne très courte. À tester. Vraiment, je pense que voilà, il y a des équipes qui vont préférer faire ça tôt le matin, d'autres plutôt avant le déjeuner, peut-être que d'autres, ça sera en fin de journée. D'autres vont sûrement préférer le vendredi que le lundi. Donc voilà, ça ne produira pas la même chose. Évidemment, on n'a pas la même météo quand on arrive le lundi matin en sortant de son week-end que quand on est vendredi. Et typiquement, lundi matin, on va plus avoir tendance à partager son week-end, ce qu'on a vécu, avec où on arrive. Et le vendredi, je pense plus à partager ce qu'on a vécu dans la semaine du point de vue professionnel. Voilà, ça ne produit pas tout à fait les mêmes choses. Donc vraiment, à tester en interne chez vous. Merci beaucoup pour ce retour. Est-ce que tu aurais envie de nous donner une piste de réflexion pour clôturer ce moment ? Une lecture à nous recommander Une piste de réflexion, oui. Je pense que les émotions viennent aussi beaucoup questionner notre rapport à l'échec, à la réussite. Se sentir déçu quand on n'a pas réussi un projet, ou au contraire, plutôt se sentir ragaillardi quand on a réussi quelque chose. En fait, je pense que là où il y a un rôle fondamental dans ce que peuvent apporter les émotions en équipe, c'est changer notre rapport à l'échec. Si on est dans cette situation-là, plutôt avoir une approche orientée sur la solution pour sortir de ces émotions qui peuvent être négatives et qui, si elles s'accumulent, peuvent vraiment jouer sur le travail. Et puis être dans une dynamique d'apprentissage. Et je pense qu'on parlait du rôle du manager tout à l'heure. Si ce n'est pas lui le facilitateur des moments d'émotion en équipe, par contre, il peut être dans cette posture d'apporter un éclairage qui soit orienté plutôt sur la solution que sur le problème, quand il y a quelque chose de récurrent chez quelqu'un, et animer une dynamique d'apprentissage dans l'équipe pour se décentrer notre rapport à l'échec et moins ressentir de déception quand on n'arrive pas à faire quelque chose. Et à libérer justement le partage et la demande d'aide, en fait, quand on est dans une situation, un moment bloquante en équipe. Je pense que partager ses émotions, c'est aussi ouvrir une place pour demander de l'aide et débloquer des situations. Et quelquefois, il vaut mieux demander de l'aide et que ça soit réglé rapidement plutôt que d'attendre 3 semaines et que ça bloque tout un projet, en fait. Merci beaucoup. Je te pose une dernière question, Jeanne. Pour clôturer ce moment, avec quoi est-ce que tu repars de l'animation de ce webinaire ? Je repars avec de la joie parce que c'est un sujet vraiment qui m'anime. Et je repars en fait aussi avec des questionnements parce que, comme je l'ai dit, c'est un sujet d'exploration pour moi. Donc j'espère que ces éclairages vous auront apporté. Et puis moi, je sens qu'en ce moment, j'ai envie d'aller creuser encore plein de choses sur ce sujet-là. Donc, je repars avec de la joie, des questionnements et de la curiosité. Merci beaucoup. Merci pour le temps que tu nous as accordé et merci à tous les participants pour vos questions et vos apports. Je vous propose de nous retrouver en replay dans quelques jours sur la chaîne YouTube de Semaoui, notre site web. Et pour les prochains rendez-vous, on vous attend aussi nombreux. À bientôt.